Je lui ai dit oui. Donc, quand il arrivera, sachant que je ne vais pas aller l'aider à faire la toiture, hein, clairement. Donc, quand il va arriver, je serai obligée de juste d'aller lui ouvrir la porte, de lui expliquer vite fait, même s'il est déjà venu pour faire le devis, mais c'était il y a plus de 6 mois, donc il faudra que je lui réexplique quand même. Ça ne devrait pas prendre très longtemps. D'accord? Mais je serai obligée d'interrompre, comme il m'a dit qu'il venait vers 9h, peut-être un peu avant 9h. Ça tombera sans doute pendant le CM, donc je préfère vous le dire. Je vous préviendrai, je couperai le micro et puis je lui expliquerai. Je vais essayer vraiment de faire en sorte que ça dure pas longtemps. Mais voilà, à nouveau, ça fait plus de 6 mois que j'attends qu'il vienne. Donc là, je pouvais pas lui dire non. Puis bon, c'est un problème de toiture, c'est quand même assez important. Avec la pluie, la neige qu'on a eue, voilà, je pouvais pas lui dire non, venez notre fois. Non, là, c'est pas possible. Ça fait 6 mois que je le harcèle pour qu'il vienne, donc voilà. Bref, je vous raconte pas plus ma vie. C'était juste pour vous prévenir que voilà, si je me déconnecte, je vais pas me déconnecter, mais si je disparais pendant quelques minutes, c'est pour ça. Si vous voulez, on rattrapera les minutes perdues, c'est pas un souci. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à l'enregistrement que j'ai fait la semaine dernière? Donc, déjà, est-ce que vous y avez tous accès? Est-ce que vous avez pu l'écouter? Est-ce qu'il y a des questions? Non, tout va bien? Ok. Bon, super. S'il n'y a pas de questions, c'est ça. Alors, s'il y en a qui ont, peut-être aussi que certains d'entre vous n'ont pas eu le temps de l'écouter parce que je ne l'ai pas posté au moment où j'avais dit que je le posterais à nouveau. Enfin voilà, jeudi après-midi c'était compliqué, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Enfin bref, le week-end a été compliqué, donc j'avoue je l'ai posté un petit peu au fur et à mesure. Enfin, je me suis enregistrée finalement au fur et à mesure du week-end et je l'ai posté, je sais plus quand, mais c'était pas vendredi, c'est sûr. Enfin, je sais plus. Mais bref, donc, si vous n'avez pas eu le temps de l'écouter, c'est pas, je vous en veux pas. Mais écoutez-le forcément avant la fin du cours, hein, avant l'examen, ce serait quand même pas mal. Et donc, normalement, si j'ai bien noté les choses, dans l'enregistrement, je me suis arrêtée juste avant used to. J'ai fait en sorte de m'arrêter à un moment, à un endroit logique. Donc, je viens de parler de would et on va donc maintenant parler de used to. Et donc, le chapitre que j'ai introduit dans l'enregistrement, c'était le chapitre sur would et used to. D'accord. Donc, on va parler dès maintenant de used to. Hein, et donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'interrompre. Ok, donc je commence par un exemple. I used to walk up and down the beach with my parents. Je vais vous l'écrire comme ça, ce sera peut-être plus simple. I used to walk up and down the beach with my parents. Alors, dans cet exemple, donc, on a la structure used to. Alors, première chose, c'est une structure qui comprend un tout. Donc, première chose, c'est une structure qui comprend un tout. Donc, ce n'est pas un modal. Ça, c'est vraiment le premier élément à noter. C'est une structure qui comprend un tout, donc nécessairement, ce n'est pas un modal. To. Oui, c'est vrai que je l'ai prononcé à la française, un tout. Non, to, used to. Oui, pardon. C'est vrai que ouais, j'aurais dû le prononcer à l'anglais. Donc, il y a un to, T-O. Donc ce n'est pas un modal. Donc, alors, même si utiliser used to, c'est le choix un choix de l'énonciateur, malgré tout, on n'aura pas une intervention forte de l'énonciateur comme on l'aurait avec un modal. D'accord? Donc, ça reste objectif factuel. Ce n'est pas l'avis de l'énonciateur. D'accord?
Donc, il y a un to, T-O. D'ailleurs, il s'écrit, quand on l'a dans une phrase, hein, used to, normalement, c'est un choix même. Le te, le T-O est transformé en choix. Ça se prononce comme un ensemble normalement. Moi, j'ai tendance à le découper quand je vous donne les exemples pour vous entendiez bien toutes les parties, tous les mots. Mais normalement, ça se prononce comme un ensemble avec un choix pour le to. Donc, on a un to, ce qui montre donc qu'il ne s'agit pas d'un modal. Et donc, ça veut dire qu'il ne s'agit pas de l'opinion de l'énonciateur. D'accord? On aura un énoncé qui sera relativement objectif. On n'a pas d'intervention forte de l'énonciateur, même si, à nouveau, c'est toujours l'énonciateur qui choisit, qui fait ses choix énonciatifs, qui choisit d'utiliser telle ou telle forme. Malgré tout, ici, ça reste relativement objectif et factuel. Alors, le ED, ici, le ED de used, est un ED chronologique. Donc, le ED de used est un ED chronologique. En effet, dans ce genre de phrase, dans l'exemple que je vous ai donné, le tense de la phrase est passé, puisqu'on a ED à la fin de use. Donc, le tense est passé. Prétérite, ici, puisqu'on a un ED. Et le time est également passé. Donc, dans ce genre d'énoncé avec used to, le tense est passé puisqu'on a un ED et le time est également passé puisque dans cette phrase-là, se promener le long de la plage, c'est un procès qui se faisait dans le passé. On ne le fait pas là maintenant. D'accord? Donc, ça montre qu'on a un ED chronologique, un ED temporel. C'est comme ça qu'on va montrer le type de ED qu'on va avoir. Si on a concordance entre tense et time, c'est-à-dire on a un tense avec un ED et un time passé, le ED est nécessairement chronologique. S'il n'y a pas concordance, donc on a un ED dans la phrase, donc un tense passé, mais un time futur ou présent, dans ce cas-là, le ED sera nécessairement contrefactuel. Ça va, ça, les différents types de ED? Vous l'avez vu au premier semestre, normalement? Et je crois qu'on avait fait un rappel il y a quelques semaines, je crois. Oui, je peux résumer, bien sûr. C'est tout nouveau. On en a déjà parlé. On n'avait pas fait un rappel lors du tout premier cours et vous m'aviez dit que vous l'aviez vu avec Mme Brannan, il me semble. Je vais faire un résumé. Alors, je le redis à l'oral et après je vous l'écris. Comme ça, au moins, tout le monde sera bien au clair là-dessus. Donc, quand je parle de ED chronologique, ED contrefactuel et il y a un troisième type de ED, c'est l'ajustement syntaxique. Donc, ça, je vais le répéter plus lentement après et je vais l'écrire, ne vous inquiétez pas. Ce sont les différentes valeurs du ED, c'est-à-dire de la forme prétérite. Vous n'aviez jamais vu ça avant l'enregistrement du CM de la semaine dernière? Ben non, j'étais persuadée de vous l'avoir dit en début de CM, genre premier ou deuxième CM dans l'introduction. Bon, bah, du coup, je reviens dessus. On en a parlé peut-être en TD aussi. Mais bon, c'est dans les TD, ouais, d'accord. Bon, du coup, je reviens dessus. Donc, quand on en a parlé notamment avec should. On a vu que dans should, le ED était contrefactuel et donc on ajoute une dose de doute.
Et on a peut-être parlé avant pour autre chose. Donc, quand un verbe est au passé, donc c'est-à-dire quand il a la forme ED, d'accord? Donc, quand un verbe ou un modal a la forme ED. Il s'agit donc d'un prétérit. Maintenant, ce prétérit, ce ED, peut avoir plusieurs valeurs. La valeur que vous connaissez tous, la valeur la plus standard, la plus classique, c'est la valeur tout simplement du passé. Donc, quand il y aura concordance entre le time et le tense, c'est-à-dire on a un tense ED, prétérit, et le projet se passe dans le passé, on a un time passé. Dans ce cas-là, on aura un ED chronologique, un prétérit qui signale le passé. Un ED chronologique ou temporel, on peut l'appeler temporel aussi. Maintenant, vous devez le savoir, on utilise parfois des formes en ED, des prétérits, qui ne correspondent pas à un temps passé. Donc, le tense est bien le prétérit, on a bien une forme ED, le temps grammatical est bien le prétérit, mais le time n'est pas du passé. On va utiliser un ED pour parler d'un présent ou d'un futur, par exemple. Dans ce cas-là, le ED n'est pas chronologique. C'est pas possible. L'information ne se passe pas dans le passé. Je vous donne un exemple. If I were you, I would, je sais pas moi, I would change clothes. If I were you, I would change clothes. Par exemple. Dans ce genre de phrase, if I were you, ben, je suis pas toi. Déjà, c'est pas du passé, même si en français, on traduira par un passé. Hein. D'ailleurs, en français, on a aussi cette idée de ED modal ou contrefactuel. Donc, en français, on traduira par si j'étais toi, je changerais de vêtements. Ok. C'est pas du passé. C'est pas si j'étais toi il y a une semaine. C'est si j'étais toi là tout de suite. Je changerais de vêtements là tout de suite. D'accord. Donc, c'est pas du passé, c'est bien du présent. Donc, le ED ici n'est pas un ED chronologique, n'est pas un ED qui sert à situer dans le passé. C'est un ED contrefactuel qu'on peut aussi appeler ED modal ou ED irréel ou ED déréalisant. Je vais vous écrire tout ça. Donc, il y a plusieurs façons de l'appeler. Je vous donne les différentes façons de l'appeler parce que dans les livres de grammaire, vous trouverez différentes formulations concernant ce ED. Et donc, ce ED, ce prétérit-là, permet de couper, de faire une coupure entre la réalité, par rapport à la réalité. Donc, il permet de parler de quelque chose qui n'est pas réel, qui est irréel. Il permet aussi, avec les modos, d'ajouter du doute, comme on l'a vu la semaine dernière. On avait vu que dans la phrase « puis-je jeter un œil à votre livre », on avait dit qu'on pouvait utiliser « could » à la place de can, en ajoutant ce ED un petit peu contrefactuel. C'est pas du passé du tout, c'est un ED contrefactuel qu'on va venir ajouter à can. Et donc, ça permet d'ajouter une dose de doute supplémentaire et donc ça permet de justifier ici le vouvoiement, l'effet de sens de politesse. Même chose avec should, on aura you should do that, ce ne sera pas un ordre mais un conseil parce qu'en fait, on a le shall qui dénote la contrainte, l'ordre, auquel on a ajouté un ED, donc une notion, une valeur de doute, de décalage supplémentaire avec la réalité, donc qui permet d'avoir un conseil et non plus un ordre. D'accord? Donc c'est vraiment, avec les modos, c'est vraiment très très important de comprendre cette différence entre le ED chronologique et le ED contrefactuel. Pardon. Il existe un troisième type de ED, qui est le ED d'ajustement syntaxique. Là, c'est juste quand on a de la concordance des temps, qu'on est obligé de mettre au passé parce que le reste de la phrase est au passé. Ah, vous l'aviez vu au S3, mais ça avait été reformulé autrement. Bah oui, ça me paraît étrange que vous ayez vu les temps et les aspects sans avoir parlé de ça. Raphaël, je ne comprends pas bien ce que vous avez écrit. Ce que vous voulez dire avec passé égale faux dans le présent. Donc, je vais vous écrire un résumé de tout ça parce que peut-être que j'ai été un petit peu vite en l'expliquant. Parce que c'est vraiment essentiel quand on parle des modos puisque
should, par exemple, dans should, le ED ne sera jamais ou quasiment jamais chronologique. Dans would, on pourra avoir un would avec un ED chronologique. Quand on a un would d'habitude, on va en parler juste après. Quand on a un would au pôle intersubjectif, I would like to talk to you, comme on a vu la semaine dernière, là, ce sera un ED contrefactuel. Donc, il y a des modos qui vont pouvoir prendre parfois un ED chronologique, parfois un ED contrefactuel. Donc, c'est important de bien connaître la différence. Donc, je vous note ça, un résumé. Donc, il existe 3 types. Alors, quand je dis 3 types de ED, ça veut dire en fait 3 types de prétérites en quelque sorte. Moi, je préfère parler de ED parce que dans le prétérite, vous avez tendance, et c'est normal, vous l'avez toujours appris comme ça, on a tendance à associer le prétérite à tout de suite tense et time passé. Donc, je préfère dire ED. If I were you, on utilise cette forme pour montrer que c'est faux, qu'on ne peut pas être à sa place. Voilà, c'est ça. Ici, if I were you, en décalage supplémentaire, on n'a pas, enfin, aujourd'hui dans l'anglais, en anglais contemporain, on pourra avoir if I was you. Donc, premier décalage, c'est du prétérite. Donc, déjà, premier décalage, je ne suis pas toi. Donc, la réalité, c'est que je ne suis pas toi. Et on aura deuxième décalage, if I were, et pas if I was, parce que ici, c'est vraiment de l'irréel total. Je ne peux pas devenir toi. C'est impossible. Par contre, on dira plus facilement, if I was rich, I would travel around the world. Parce que décalage avec la réalité, I was et pas I am, je ne suis pas riche, mais je dis pas if I were parce que c'est pas totalement impossible. Je pourrais devenir riche en gagnant à euro million ou je ne sais quoi. Je pourrais le devenir, c'est pas totalement impossible. Par contre, on dira if I were you parce que je ne peux pas devenir toi. Ça, c'est impossible. Mais là, on complexifie encore plus la chose. Donc, on va rester sur les 3 types de ED, puisqu'il faut qu'on avance dans les modos. Donc, il existe 3 types de ED. Premièrement, le ED chronologique. On peut aussi appeler ED temporel. Il s'agit du ED qui permet de décaler dans le temps. Normalement, vous avez vu que l'invariant, la valeur centrale du ED, c'est la rupture. Normalement, ça vous l'avez vu quand on voit le prétérite simple, l'invariant, la valeur centrale du ED, du prétérite, c'est la rupture. Donc, soit rupture chronologique, temporelle, entre le présent et le passé, soit rupture avec la réalité. Et donc, on a un ED modal ou contrefactuel dans ce cas-là. Donc, le ED chronologique temporel, il s'agit du ED qui permet de décaler dans le temps. On a alors un tense passé et un time passé. Le procès se situe dans le passé chronologique. Petit 2. On peut prendre l'exemple de if I were a boy. Ouais, mais c'est pas tout à fait impossible. Elle peut se faire opérer, Beyoncé, et devenir un garçon. Donc, effectivement, dans sa chanson, elle considère que elle n'a pas l'intention de devenir un garçon. Donc, elle considère que devenir un garçon est quelque chose d'impossible. Mais finalement, c'est pas tout à fait impossible. Donc, mais oui, effectivement. C'est pour ça que je vous ai pas donné l'exemple de la chanson If I Were a Boy, parce que elle pourrait devenir un garçon, après tout, en se faisant opérer, pourquoi pas. Oui, voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Le sens de base du prétérite est l'opposé du présent. Le prétérite s'applique à un événement vu comme non réel au moment présent. Il établit une coupure par rapport au moment présent. Exactement. Et donc, cette coupure, cette rupture, moi, j'utilise le mot rupture, mais c'est la même chose, effectivement, peut être donc de deux ordres, soit chronologique, l'événement n'est plus vrai dans le présent parce qu'il est passé, ou modal contrefactuel, l'événement n'est plus vrai dans le présent parce qu'il est irréel. Donc, n'est pas vrai dans le présent parce qu'il est irréel. Donc, vous l'avez vu, en fait, ça. Donc, petit 2, le ED, je continue quand même mon résumé, comme ça, au moins. Donc, le ED modal ou contrefactuel, donc c'était pas nouveau, en fait, ou irréel, ou déréalisant, on peut le trouver sous cette forme-là aussi.
Il permet de décaler par rapport au réel. Donc, d'établir une coupure par rapport à la réalité. Le procès ne se situe plus dans le passé, mais dans l'irréel. Le tense est passé puisque on a un ED, mais le time est présent ou futur. Et enfin, petit 3, le ED. Je vous mets les termes ajustement syntaxique parce que c'est comme ça que vous le trouverez dans la plupart des manuels de grammaire. Mais en gros, c'est concordance. Hein. Il permet la concordance. Donc, en fait, c'est comme un ED chronologique. La concordance des temps dans la phrase. Ah, parce que vous avez fait quelques exercices, normalement, bon, c'est bon. Ça va, est-ce que c'est clair? Donc, l'invariant du ED, du prétérit, je vais utiliser les mots d'Mme Brannan, coupure par rapport au présent. Cette coupure peut être chronologique. Le procès n'est plus vrai au moment présent car il a eu lieu dans le passé. Ou elle peut être modale. Le procès n'est pas, j'ai écrit quoi, n'est pas vrai au moment présent, car il se situe dans l'irréel. Est-ce que ça va? Oui. Ok. Super. Donc, je reviens sur used to. J'en étais où? Ouais, donc voilà. Effectivement, c'est ça. C'est pour ça qu'on est parti dans les ED. Parce que dans used to ici, donc le ED est bien chronologique. Quand on utilise cette forme-là, on parle nécessairement d'un fait passé. Donc le ED est nécessairement chronologique temporel. D'accord? Il marque la coupure, la rupture temporelle par rapport au présent. Maintenant, si on enlève le ED, use, USE, porte en lui l'idée de coutume. C'est pour ça que souvent, on parlera d'habitude dans le passé, même si ce n'est pas ça l'invariant. Mais le verbe use porte l'idée de coutume. Le sens d'origine de ce terme est le sens de coutume. Donc, c'est pour ça que bien souvent, quand on utilisera la forme used to, on aura cette idée de répétition, de fréquence. Donc, en gros, si on résume tout ça, on va avoir avec used to l'idée principale de coupure avec le présent. Ça, c'est la valeur centrale de used to. Donc, une valeur de coupure avec le présent, de rupture avec le présent. Et parfois, une idée de répétition, de fréquence. Ça, ce ne sera pas vrai pour tous ces emplois. On va voir après un exemple où ça ne va pas marcher. Donc, la valeur centrale, c'est vraiment la coupure, la rupture avec le présent. Quand on va employer cette forme-là, c'est pour marquer qu'un fait n'est plus vrai aujourd'hui.
que c'était vrai dans le passé et qu'aujourd'hui, ça ne l'est plus. Donc, used to sert bien à couper une relation passée par rapport au présent. Ça, c'est vraiment l'invariant, hein. Retenez-le bien, c'est la valeur centrale. On aura aussi souvent une idée de fréquence, de répétition, mais pas toujours. La valeur centrale, c'est vraiment la coupure. Avec used to, on a aussi un cadre temporel implicite. Donc, avec la forme used to, on aura un cadre temporel implicite. Dont les limites ne sont pas spécifiées. Donc, quand je dis cadre temporel implicite, ça veut dire qu'on ne va pas donner de date, on ne va pas spécifier les limites du cadre temporel. Dans l'exemple, he used to live here. He used to live here. Je vais vous noter si vous voulez. He used to live here. Donc, je répète, used to permet d'évoquer un cadre temporel implicite. Les limites de ce cadre ne sont pas spécifiées. Autrement dit, on n'a pas de date. Normalement, avec used to, on n'utilise pas de date. Puisque le but est vraiment de marquer la coupure. Le but n'est pas de dater l'élément, mais de marquer la coupure, de dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Donc, dans l'exemple « He used to live here », on dit qu'il habitait à cet endroit dans le passé, mais aujourd'hui, il n'y habite plus. C'est tout ce qu'on dit avec cette phrase-là. Si on a la date, eh ben, du prétérit simple. Pour marquer la coupure présent-passé, tout simplement, et donc pour dater, mais sans avoir cette idée vraiment de forte coupure. Enfin, comment dire. Là, tout ça, en fait, c'est vraiment de la psycholinguistique. Si l'énonciateur décide d'avoir une date, il utilisera donc du prétérit simple parce que son but, c'est de dater de façon factuelle l'événement. S'il utilise used to, ça veut dire que son but n'est pas de dater l'événement, mais bien de marquer clairement qu'aujourd'hui, c'est plus vrai. Donc, derrière, il y aura sans doute un regret, un effet de sens supplémentaire. Donc dans notre exemple, he used to live here, on dit donc qu'il habitait ici dans le passé. Aujourd'hui, il n'habite plus là. Mais à nouveau, le cadre temporel reste vague. On ne précise pas à quelle période il a habité ici. Donc, on ne peut pas, en anglais correct, mettre de date avec used to. On ne peut pas mettre de date avec used to dans un anglais correct. Donc, dès qu'on va préciser les limites du cadre temporel, on aura du prétérit simple. Par exemple, he lived there from 2004 to 2005. Pardon. Dès qu'on va ajouter une date, on passera au prétérit simple. Alors, maintenant qu'on a parlé de used to, on va le comparer à une autre forme dont on a déjà un petit peu parlé, puisque souvent ces deux formes s'étudient en microsystème. Elles sont comparées. Quand vous avez un used to à analyser, il faudra utiliser une manipulation avec would et voir s'il était possible d'avoir would. Et inversement, si on a une forme en would à analyser, il faudra voir s'il était possible de la remplacer par used to, si le would correspond à ce qu'on va voir dans un instant. Donc, je vous donne l'exemple. Every evening, he would go out for a walk. He would go for a walk, after dinner. Donc, every evening,
He would go for a walk after dinner. Donc, on va comparer cet énoncé avec would à un énoncé dans lequel on aurait eu used to. Pour voir quelle est la différence ou quelles sont les différences entre ces deux formes. Puisque, à nouveau, on les compare souvent, ces deux formes. Elles fonctionnent en microsystème, mais elles ne sont pas totalement similaires. Non, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on est every evening. Puisqu'ici, on n'a pas de date, donc on a quand même, ici, on a un cadre temporel implicite. C'est tous les soirs, il faisait ça tous les soirs dans le passé. Donc, on pourrait avoir used to grammaticalement, là, on pourrait avoir used to. Mais on ne dirait pas exactement la même chose. Donc, les points communs qu'on va avoir entre used to et would sont l'idée de répétition, d'itération. Itération, ça s'écrit comme ça, au cas où. Un énoncé itératif, c'est un énoncé répétitif. C'est la même chose. Mais je vous le signale parce que dans les livres de grammaire, on utilise souvent ce terme-là, le terme itération ou itératif. Donc, parmi les points communs entre used to et would, on a l'idée de répétition, d'itération. Et, deuxième point commun, le fait que l'action se répète dans le passé. Donc, avec would, on aura, dans ce contexte-là, on aura un ED chronologique également. Donc, dans les deux cas, on a une idée d'itération, de répétition, et le fait que ça se passe dans le passé. Donc, ça, c'est les points communs. Mais il y a également des différences, évidemment. Sinon, il n'y aurait pas de deux formes différentes s'il n'y avait aucune différence. Ça ne servirait à rien d'avoir deux formes différentes. Donc, les différences entre ces deux marqueurs. Première chose, on a vu tout à l'heure que used to n'était pas un modal. Would en est un. Donc, déjà, ça permet tout de suite différencier les deux formes. Would est un modal. On a donc une part de doute. D'accord? Donc, would est un modal. On aura donc une part de doute, alors qu'avec used to, il n'y a pas de doute. Ce qu'on énonce avec used to est vrai à 100%. On est sûr. À quoi est due cette part de doute? Avec would, comme c'est un modal, deuxième chose, il y a nécessairement une forte intervention de l'énonciateur. C'est l'énonciateur qui introduit cette idée de répétition et c'est l'énonciateur qui va commenter le sujet. Donc, ça explique la part de doute. Avec used to, c'est quelque chose qui est constatable par tout le monde, c'est factuel, c'est neutre. Avec would, c'est l'énonciateur qui va commenter, qui va intervenir. Il donne son avis à lui. Donc, ça explique pourquoi on a une part de doute supplémentaire. Et donc, ici, si on utilise would, l'énonciateur, le sens ici de would, l'effet de sens de would, va être la caractéristique du sujet. Donc, l'énonciateur met en avant une caractéristique, un comportement du sujet. Ça, c'est l'invariant du would fréquentatif. Donc, de ce would-là, le would qu'on trouvera pour exprimer une habitude dans le passé. C'est ça, la part de doute, c'est avec would. Alors que used to n'est pas un modal. Ok, je répète. Donc, la différence, donc on a vu qu'il y avait des points communs entre would et used to. Il y a aussi des différences. La différence principale, comme entre must et have to,
comme entre can et be able to. Normalement, vous commencez à vous habituer à ça. Would est un modal, used to n'en est pas un. Donc, ce qui va expliquer, en fait, les différences d'emploi. Donc, would est un modal, used to n'en est pas un. Ce qui veut dire que, normalement, ça doit être automatique, hein, normalement, vous devriez penser à ça automatiquement. Would est un modal, donc nécessairement, il va y avoir du doute et nécessairement, il va y avoir très forte intervention de l'énonciateur. Used to n'est pas un modal, donc pas de doute et on aura un énoncé factuel constatable par tous. D'accord? Donc, avec would, on a un modal. Donc, nécessairement, on a une dose de doute. Comme avec tous les modaux, on a une part d'hypothétique. Le procès ne va pas être validé, puisque c'est un commentaire de l'énonciateur. Alors qu'avec used to, ce n'est pas un modal. Donc, si on utilise used to, on valide le procès. Ça s'est réellement passé comme ça. C'est factuel, c'est validé et c'est constatable par tout le monde. Alors, maintenant que j'ai dit ça, donc j'ai dit qu'avec would, c'est l'énonciateur qui intervient. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec ce would? Quel va être l'effet de sens de ce would? Ici, si l'énonciateur décide d'utiliser would, il décide de mettre en avant une caractéristique du sujet, un comportement du sujet. Donc, c'est vraiment, ça sera ça l'effet de sens de ce would-là, le would fréquentatif. L'énonciateur va vouloir commenter une caractéristique, un comportement du sujet, un comportement qui se répétait. Donc, avec would, on s'intéresse au sujet. L'énonciateur s'intéresse au sujet. Would est un modèle alors que used to ne l'est pas. Ouais. Par conséquent, il y a du doute et forte intervention de l'énonciateur avec would. Ouais. Et absence de doute avec used to. Qu'est-ce que vous avez dit à propos du ED de used to? Je ne pense pas avoir parlé du ED de used to là tout de suite. Dans l'introduction, tout à l'heure, on a vu que le ED de used to est chronologique. Donc, ce n'est pas un ED de doute. Comme le ED de would d'ailleurs. Hein. C'est un ED chronologique dans les deux cas. On parle du passé dans les deux cas. Ça fait partie des points communs de would et used to. Le ED est chronologique, on est en décalage avec le présent. On parle d'un procès passé. Ça va? Ok. Donc, je reprends. Donc, avec used to, on s'intéresse vraiment, enfin, on énonce un fait. On parle d'un procès, alors qu'avec would, on va vraiment commenter le sujet. L'énonciateur choisira d'utiliser would parce qu'il veut donner une caractéristique, un comportement typique du sujet. Et donc, je vais vous donner un exemple dans lequel on ne peut pas remplacer used to par would. There used to be a tree in this square. There used to be a tree in this square. There used to be a tree in this square. Ici, dans ce genre d'exemple, je vous laisse du temps pour regarder l'exemple et le noter. Donc, dans ce genre d'exemple, par exemple, ouais, c'est le cas de le dire, vous voyez, on ne peut pas remplacer used to par would.
on va avoir there would be a tree in this square. Pourquoi? Parce que ici, le sujet, c'est there. C'est ce qu'on appelle la prédication d'existence. Ce n'est pas un sujet personnel. C'est une tournure impersonnelle. Donc ici, il est impossible d'utiliser would. Used to ne pourra pas être remplacé par would. Pourquoi? Parce que le sujet ici, c'est there. There is, there are, c'est ce qu'on appelle une prédication d'existence. Bon, si vous retenez pas le terme, c'est pas très grave. Mais surtout, c'est une tournure impersonnelle. C'est pas une tournure personnelle. Il est donc ici impossible de parler de caractéristiques du sujet. Je répète, impossible d'utiliser would ici puisque le sujet est there. On a donc une tournure impersonnelle. On ne va donc pas commenter le comportement ou une caractéristique de there. C'est impossible. Donc ici, l'énoncé ne parle pas de comportement, ne parle pas de caractéristique du sujet, mais de quelque chose qui était vrai dans le passé, qui ne l'est plus aujourd'hui. Ce qui nous permet aussi d'ailleurs de voir que l'idée d'habitude dans le passé ne sera pas présente dans tous les énoncés avec used to. Vous voyez, ici, c'est pas l'arbre avait l'habitude de venir dans ce parc. Il n'y a pas d'idée d'habitude et de répétition dans cet énoncé. Donc, vous voyez, l'idée d'habitude et de répétition, c'est un des effets de sens possibles de used to, mais ce n'est pas sa valeur centrale. On ne retrouvera pas cette idée-là dans tous ces emplois. Alors qu'avec would, ce sera le cas, puisqu'on va commenter, l'énonciateur va commenter un comportement qui va se répéter dans le passé avec would. Le used to, c'est aussi autrefois, jadis. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit qu'il marque vraiment la rupture entre le passé et le présent. C'est vraiment, ça, c'est sa valeur centrale, son invariant. Ça va? Donc, en fait, en gros, si on veut résumer, on dira beaucoup plus de choses avec would qu'avec used to. Puisque avec would, on aura une idée de caractéristique du sujet, de commentaire sur le comportement ou la caractéristique du sujet, un événement qui se passe dans le passé et une répétition de ce comportement, de cette caractéristique dans le passé. Alors qu'avec used to, on a pour valeur centrale la rupture passé-présent. Et éventuellement, dans certains emplois, on aura cette idée d'habitude, mais pas dans tous les emplois. Est-ce que ça va? Oui, je peux répéter. Donc, on dit, en fait, on peut dire qu'on dira plus de choses avec would, ce qui est logique, hein, puisque c'est un modal. Donc, il y a toujours plus de nuances dans l'utilisation des modaux, forcément. Avec would, on aura, si on résume cette utilisation-là de would, on aura donc une coupure passé-présent. Donc, on dit que l'événement se passe dans le passé. On aura cette idée centrale, et ça c'est vraiment central, de commentaire sur une caractéristique ou un comportement du sujet. Donc, commentaire sur un comportement, une caractéristique du sujet. Et cette idée de répétition dans le passé. Avec would, on a nécessairement cette idée-là. Puisqu'on parle d'une caractéristique du sujet. Donc, c'est vraiment quelque chose qui le définit, donc quelque chose qu'il fait régulièrement. Alors qu'avec used to, on aura principalement une idée de rupture
passé présent. Donc, l'événement s'est produit ou était vrai dans le passé. Ça, c'est l'idée qu'on trouvera tout le temps. Parfois, on aura une idée de répétition d'habitude dans le passé. Mais ce ne sera pas toujours le cas. Ça, c'est un des effets de sens possibles, mais ce n'est pas sa valeur centrale. Ce ne sera pas toujours vrai. Donc, vraiment, l'effet de sens, enfin, l'invariant principal de used to, c'est la coupure. C'est tout. Vous voyez, il y aura moins de choses à commenter avec used to parce que ce n'est pas un modal, donc c'est factuel, c'est neutre, c'est objectif. On ne commente pas. L'énonciateur ne va pas commenter un comportement caractéristique du sujet. Il ne fait que dire que c'était vrai dans le passé, c'est plus vrai aujourd'hui, point. Voilà. Si c'est clair, si ça n'est pas, vous me le dites. Hein. Si c'est clair, on passe au chapitre suivant. Si j'ai bien noté, si j'ai bien suivi mes numérotations de chapitres, ce qui est peut-être pas le cas, on est normalement au chapitre 7, must. On va parler de must. Chapitre suivant, chapitre 7, must. Grand must à la modalité radicale. Must à la modalité radicale. L'invariant de must au pôle radical, et je précise bien parce que pour ce modèle-là, ça va être un petit peu différent des autres modos. On va avoir un invariant légèrement différent à la modalité radicale et à la modalité épistémique. Donc, l'invariant de must à la modalité radicale est le suivant. Donc, première chose, on a le trait moins actualisation, comme pour tous les modos, comme d'habitude. Il n'y a pas d'actualisation, il y a du doute. Donc, on a le trait moins actualisation. On a le trait moins congruent. Donc, must radical et non congruent. Et enfin, donc, au pôle, à la modalité radicale, pardon, on sera forcément au pôle intersubjectif. Il n'y a pas de must radical dynamique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, pardon. Donc, dernier élément de l'invariant de must à la modalité radicale, on va parler de nécessité imposée par l'énonciateur, de contrainte, de nécessité imposée par l'énonciateur. En effet, avec must, l'énonciateur cherche à imposer le prédicat au sujet. Avec must, l'énonciateur cherche à imposer le prédicat au sujet. Il cherche à exercer une contrainte. On est donc forcément au pôle intersubjectif. On est donc forcément au pôle intersubjectif. Je vous donne un exemple. You must go to bed now.
Je vous donne un exemple. You must go to bed now. Dans cet énoncé, on a une nécessité imposée par l'énonciateur. Ici, c'est l'énonciateur qui cherche à imposer la contrainte à you. Donc, ce n'est pas une contrainte qui vient des circonstances extérieures, hein, c'est vraiment une nécessité imposée par l'énonciateur, une contrainte imposée par l'énonciateur au sujet you. Donc ça, c'est vraiment essentiel avec must, la contrainte vient de l'énonciateur. Avec must, la contrainte vient toujours de l'énonciateur. Autre élément avec must, on a une non-orientation vers la prédication. On n'a pas d'orientation vers la prédication, vers la validation. Avec must, on a une non-orientation vers la prédication, vers la validation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énonciateur n'annonce pas la validation ou la réalisation de l'ARP. Donc, l'énonciateur n'annonce pas la validation, la réalisation de l'ARP. Donc, c'est ce qui va différencier must de shall, par exemple. Donc, dans notre exemple, you must go to bed, l'énonciateur dit tu dois aller te coucher, tu devrais y aller, tu dois y aller, mais quand il dit you must go to bed, l'énonciateur n'annonce pas que ça va se faire. Il ne fait qu'imposer une contrainte, mais il ne s'engage pas à dire je sais que tu vas le faire, parce que je te le dis, je te l'ordonne, donc tu vas le faire. Non, ça ce serait avec shall, par exemple. Avec must, il n'annonce pas la validation de l'ARP. Alors, évidemment, on ne peut pas imposer une contrainte passée, donc must radical ne peut pas avoir de valeur passée, ne peut pas s'utiliser au passé. D'accord? Donc, on ne peut pas imposer de contrainte passée. Si je dis you must go to bed, c'est là maintenant, c'est pas dans le passé, c'est pas possible. Donc, must radical ne peut pas avoir de valeur passée, il ne peut pas se trouver au passé. Grand 2, must en modalité épistémique. Alors, après, on va comparer must et have to, on va revenir là-dessus. Mais pour l'instant, on va parler de must en modalité épistémique. Donc, grand 2, must en modalité épistémique. Donc, ça va cette idée de non-orientation vers la validation. Donc, souvenez-vous, quand on avait vu shall, you shall do that. C'était quoi l'exemple que vous avez donné? Par exemple, Macron qui nous dirait, pardon, s'il nous reconfinait, il dirait you shall not go out, etc., etc. Il donne un ordre et en même temps, il annonce que ça va se faire parce que c'est lui, c'est le président qui le dit. Donc, on a plutôt intérêt à le respecter et il annonce que même si c'est pas congruent parce qu'on en a marre, qu'on n'a pas envie d'être confiné, il annonce qu'on va sans doute le faire parce que si on le fait pas, il va y avoir des amendes, etc., etc. Ok, donc must, c'est pas pareil. Must, on donne l'ordre, mais on ne s'avance pas sur le fait que l'ordre va être respecté.
Je vois qu'il n'y a pas de question, donc je continue. Grand 2, must en modalité épistémique. Alors, cette fois-ci, quand il est en modalité épistémique, il est porteur du trait plus congruent. C'est le seul modal qui va avoir un trait plus congruent et moins congruent selon ses emplois. Ou moins congruent selon ses emplois. C'est le seul modal qui peut faire ça. Les autres modaux ont soit le trait moins congruent, soit plus congruent, et gardent ce même trait tout le temps, dans tous leurs emplois. Must, lui, il change. En modalité radicale, il est moins congruent. En modalité épistémique, il est plus congruent. Je vous donne un exemple. You must be hungry after that long walk. You must be hungry after that long walk. Alors, on retrouve en quelque sorte une idée de nécessité, sauf que cette fois, on ne parle pas d'une contrainte imposée au sujet, on parle du caractère nécessairement vrai de l'ARP selon l'énonciateur. On parle du caractère nécessairement vrai de l'ARP selon l'énonciateur. Compte tenu de la situation, l'énonciateur déduit que l'ARP est nécessairement vrai. Donc, quand je dis nécessairement vrai, on est dans le probable. Ce n'est pas vrai à 100%. C'est l'avis de l'énonciateur. Donc, l'énonciateur ne dit pas, la phrase ne dit pas c'est validé. La phrase dit, moi, énonciateur, je pense que c'est validé. Je répète. Donc, on a toujours une idée de nécessité. Donc, on rejoint un petit peu l'invariant du pôle radical. Mais cette fois-ci, on ne parle pas de contraintes exercées sur le sujet, on parle du caractère nécessairement vrai de l'ARP selon l'énonciateur. Ça, c'est vraiment important. Donc, compte tenu de la situation, l'énonciateur déduit que l'ARP est nécessairement vrai. Donc, en tenant compte de la situation, l'énonciateur déduit que l'ARP est nécessairement vrai. Donc attention, je répète, quand je dis l'ARP est nécessairement vrai, c'est selon l'énonciateur. Donc ce n'est pas validé à 100%. On est dans le très probable, dans le quasi certain. On n'est pas dans le validé à 100%. Il y a toujours un modal, donc on a toujours une dose de doute. C'est l'avis de l'énonciateur. Et donc, je vous ai dit dans la phrase précédente, l'énonciateur déduit que l'ARP est nécessairement vrai. En effet, le must épistémique est parfois appelé must inférentiel. Et ça, je crois que je l'ai noté dans le résumé du TD de la semaine dernière. Donc, le must épistémique est parfois appelé must inférentiel. Alors, ça veut dire quoi inférentiel? Ça vient du verbe inférer. Donc, ça vient du verbe inférer, qui est synonyme de déduire.
inférer, déduire, ça veut dire c'est la même chose. D'accord? Donc, on tire une conclusion à partir d'événements ou d'une situation. D'accord? Donc, le must épistémique est parfois appelé must inférentiel. Et donc, inférentiel, ça vient du verbe inférer qui veut dire déduire. Déduire, donc tirer des conclusions à partir d'événements, à partir d'une situation. Je vous donne un exemple. It must be at least 10 o'clock. It must be at least 10 o'clock. On fait une inférence. Donc, dans ce genre de phrase, on fait une inférence à partir des circonstances. Donc, dans ce genre de phrase, on fait une inférence, une déduction à partir des circonstances. Si on dit it must be at least 10 o'clock, le soir par exemple, on dit ça parce que, je sais pas, il fait noir, on voit les étoiles, il fait plus froid, il commence à faire plus froid, plus frais. Donc, il doit être au moins 10 heures du soir, au moins 22 heures. Ok. Donc, on fait une inférence, une déduction à partir des circonstances. Et on dit que l'ARP est nécessairement vraie, donc est quasi certaine, par rapport à la situation que je peux observer. Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'on ne pouvait pas avoir must radical au passé. On peut trouver must épistémique en référence à un contexte passé. Par exemple, au discours indirect. Donc, on pourra avoir un must épistémique qui va référer à un passé quand on a du style indirect. Je vous donne un exemple. I thought there must be something in it. Mon exemple, il était vraiment bizarre, cet exemple-là. Pourquoi j'ai écrit cet exemple-là? Du coup, je le change un peu parce que c'était vraiment bizarre. Donc, je vous note l'exemple. I thought there must be something in it. Ici, must va être au passé. Ça se voit pas, il ne se conjugue pas au passé. Mais il va être mis dans une phrase passée à cause de la concordance des temps. C'est le seul contexte où on peut dire que must est passé. Quand on a comme ça du discours indirect. Alors après, si on veut parler du caractère nécessairement vrai d'un procès passé, c'est possible en décalant le procès dans le passé. He must have done that, par exemple. Mais à nouveau, quand on dit he must have done that, he must have done, je sais pas, he must have eaten all the cake, par exemple, on parle du caractère nécessairement vrai d'un fait passé, mais le must se trouve dans le présent. Must reste au présent. Donc là, quand je vous parle du discours indirect, etc., c'est le seul contexte où must, le modal, pourra se trouver au passé. Ça se voit pas, il n'y a pas de forme passée sur le modal, mais dans ce contexte-là, il est passé.
quand on a du discours indirect et qu'il est épistémique. C'est tout. Évidemment, hein, pour remplacer, enfin pour avoir une obligation, pour parler d'une contrainte qui avait lieu dans le passé, on utilisera have to, hein, had to. He had to do that before going to school. He had to clean his bedroom. Ça va? Oui. Alors, souvent, quand on a un énoncé qui serait donc l'opposé du caractère nécessairement vrai, donc quand on aura un énoncé pour parler du caractère nécessairement impossible d'une RP, on aura plus souvent un énoncé avec can't plutôt que mustn't. Je vous donne un exemple. He is older than she is and she can't be more than 18. Je vais vous l'écrire. He is older than she is and she can't be more than 18. Dans ce genre d'énoncé, on parle du caractère nécessairement impossible. On parle du caractère nécessairement impossible de la RP she/be more than 18. Il y a le couvreur qui vient d'arriver. Donc, je vous laisse 2 minutes. Je reviens au plus vite.
Me revoilà. Ok, donc normalement, je ne devrais pas être interrompue d'ici la fin du cours. À l'intercours entre le CM et le TD, je retournerai voir si tout va bien. D'ici 10 minutes, ça devrait aller. J'ai vu, enfin, je viens de voir qu'il y a des questions. J'allais répéter ce que je vous ai dit, expliquer des caractères nécessairement impossibles de la RP, c'est ça. Oui. She can't be her mother, she was as young as her daughter. Très bien. On est en modalité épistémique, évaluation du degré de réalisation de la RP, c'est ça. Ce n'est pas totalement impossible car il y a doute avec le modal. Exactement. Très bien. Vous avez compris. Super. Donc oui, la phrase she can't be more than 18, on parle du caractère, cette fois-ci non pas nécessairement vrai, mais nécessairement impossible de la RP. Et donc, à la forme affirmative, on aurait eu she must be. On est sur, oui, on était sur must, mais à la forme négative, ça va pas être mustn't, justement, mais can't. C'est pour ça que je vous parle de can't dans cet exemple-là. Donc, à la forme, pardon, je regardais un truc. À la forme négative, si on parle du caractère nécessairement impossible de la RP, on n'aura pas mustn't, mais plutôt can't. C'est pour ça que je vous en parle. C'est un petit peu particulier. Voilà, donc avant de passer à la partie suivante, juste je reviens sur l'idée de la RP passée. Donc si on avait une RP passée, on peut parler du caractère nécessairement vrai d'une RP passée. On aurait alors, par exemple, You must have been mistaken when you told me yesterday that she was in England. C'est un petit peu long comme exemple, mais je vous le note. You must have been mistaken when you told me yesterday that she was in England. Donc, vous voyez, ça, ce genre de phrase, dans ce genre de phrase, on commente une RP passée. On parle du caractère nécessairement vrai d'une RP passée. Donc, on est toujours dans la partie must épistémique. On a vu la négation, en quelque sorte, du must épistémique. Et là, je vous parle de une RP, enfin, du caractère nécessairement vrai, donc d'utiliser le must épistémique avec une RP passée. Et donc, dans ce genre de phrase, dans ce genre d'exemple, must est bien au présent. L'énonciateur commente dans le présent le caractère nécessairement vrai de la RP passée. Donc, must est bien au présent. L'énonciateur donne son avis dans le présent. Et c'est le procès, have been mistaken, qui est au passé. D'accord? Donc, dans ce genre d'énoncé, c'est comme ça qu'il faut analyser ce genre d'énoncé. Dans ce genre d'énoncé, le modal est au présent. Donc, l'idée de probabilité, de caractère nécessairement vrai de la RP, l'opinion de l'énonciateur est au présent, mais cette opinion est donnée sur une RP passée. Ça va? Donc ça, c'est possible avec un must épistémique. C'est pas possible avec un must radical, puisqu'on ne peut pas donner un ordre sur une RP passée. C'est pas possible.
Est-ce que ça va? Oui, ok, parfait. On va donc passer à have to. Donc, on avait grand 1, must radical, grand 2, must épistémique, grand 3, have to. Je sais, c'est un petit peu étrange comme structure, mais have to est vraiment, va vraiment être comparé, va être étudié en parallèle avec must. Donc, grand 3, have to. Première chose, ce n'est pas un modal. Donc ça, c'est le premier élément à noter. Have to n'est pas un modal, puisqu'il y a le to. Donc, autrement dit, avec must, on a vu que l'obligation, la contrainte, la nécessité émanait de l'énonciateur. Donc, avec must, on a vu que la contrainte, la nécessité émanait de l'énonciateur. Avec have to, c'est différent. La pression exercée sur le sujet provient de circonstances extérieures. Donc, avec must, la contrainte vient du sujet, de l'énonciateur, pardon. Avec have to, la pression vient de circonstances, des circonstances extérieures. On va voir que, alors ça, c'est vraiment le niveau le plus simple de la différenciation entre must et have to. On va voir que il y a d'autres éléments plus complexes qui vont arriver. Oui, je peux répéter. Avec must, l'obligation, la nécessité émane de l'énonciateur, vient de l'énonciateur, puisque c'est un modal. Alors qu'avec have to, la pression, la contrainte, vient des circonstances extérieures. Donc vient, ça, on verra, enfin, on a vu que ça peut être de la loi, d'un règlement, d'une règle générale, mais aussi des circonstances et aussi des règles de bon vivre en général. Donc si je reprends l'exemple de tout à l'heure, you must go to bed now, c'est pas une règle générale qui dit que là maintenant tu dois aller te coucher. C'est moi, parent, qui décide de t'imposer le prédicat. La contrainte vient de l'énonciateur. Alors que, bah oui, par exemple, j'allais prendre un autre exemple, mais l'exemple donné par Thibaut, you have to wear a mask outside. Là, c'est la loi qui le dit. L'exemple que je voulais vous donner, c'est you have to be 16 to drive a car. Dans ce genre de contexte, donc soit you have to wear a mask outside ou you have to be 16 to drive a car, c'est pas l'opinion de l'énonciateur qui importe, c'est la loi. Donc l'opinion de l'énonciateur, on s'en fiche. Il est peut-être d'accord, il est peut-être pas d'accord, c'est pas ça le problème. Avec you have to, c'est la loi qui dicte qu'il faut faire ça. Donc, un des éléments qui va nous permettre de distinguer must et have to, c'est l'origine de l'obligation. Et je viens de voir l'heure. Je vais peut-être m'arrêter là parce que on va voir après que la linguistique va plus loin que cette simple distinction. Mais ça va prendre un petit peu de temps à expliquer. Donc, je ne veux pas expliquer ça en 1 minute à l'arrache et je ne veux pas non plus commencer à expliquer et terminer la semaine prochaine. Ça ne sert à rien parce que je vais devoir tout reprendre pour bien expliquer les choses. Donc, je vais m'arrêter là pour le CM. Et
reprendra la prochaine fois. Bah, comme la phonologie, je crois plus qu'un seul CM. Je pense qu'on aura le temps de terminer les éléments principaux. Hein. On va encore parler de should. Donc, on va terminer must have to. Après, donc, il nous restera should avoir. J'ai regardé hier soir, mais je suis plus sûre. Should, ought to, on va voir quasiment rien sur ought to. Comment Après, donc, il y avait un chapitre sur forme verbale périphrastique, un chapitre sur le futur, sauf que bon, le futur, on l'a déjà vu. Hein, ça va être, ça, c'est juste des rappels. Donc ça, je pense qu'on n'aura pas le temps de le faire en live, mais je vous enverrai, soit je m'enregistrerai, soit je vous enverrai carrément le CM, la fin du CM à l'écrit, parce que ce sont des choses qu'on a déjà mentionnées en fait. Hein, donc ça reprend des choses qu'on a déjà dites. Pour le TD, on reste ici. Bon, si vous voulez. Moi, alors je vais faire quand même une petite pause. Je vais aller comme j'ai fait rentrer les gars pour les travaux vite fait. Je vais quand même aller voir si tout va bien. Donc, je fais une petite pause de 5 minutes et après, je reviens. Donc, je vais juste couper le son. Mais si vous voulez, on peut rester ici pour le TD. Il n'y a aucun souci. Donc, la note du 18 mars, c'est la note de CM et la note de TD est la semaine d'après. Je sais pas. Je vais y réfléchir parce que la note du CM ça va être plus complexe. Enfin, je pense, en général, c'est comme ça que les étudiants le ressentent, un peu plus complexe que pour le TD. Donc, je pense que je vais vous mettre d'abord, et en plus, j'ai dit à Béatrice que la note 1 portait sur le TD, la note 2 sur le CM. Donc, je pense que vous aurez d'abord la note TD et après la note CM. Alors, oui, je voulais faire 3 heures de suite, sauf que je pense que ça va pas être possible. Par rapport au fait que moi, j'ai cours après à 11 heures. Donc, si je vous fais l'examen un jeudi de 8 à 8, 9, 10, de 11, après, j'ai 1 heure de route pour rentrer chez moi et j'ai cours à 11 heures, donc c'est pas possible. Et j'ai déjà vu avec mes étudiants, ils ne peuvent pas venir pour un cours en présentiel, donc voilà. Donc, ça va être compliqué. Du coup, je pense que ce sera sur 2 semaines. Premier examen le 18 mars, deuxième examen la semaine qui suit. Je pense. C'est ce que Béatrice m'a dit. Ça n'a pas été affiché sur l'emploi du temps pour l'instant, donc je ne sais pas si Béatrice y a réfléchi ou pas. J'en sais rien. Mais moi, les 2 solutions me conviennent. C'est juste qu'avec les emplois du temps, c'est pas possible. Et vous, c'est pareil. Je crois que vous avez encore cours. Le 18 mars, vous avez encore des cours, donc ça va être compliqué pour vous aussi. Donc voilà.